toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo où nous allons aborder la thématique de la densité énergétique et voir pourquoi il est important de comprendre cette densité énergétique afin de bien choisir ses aliments et mettre à profit la science dans son assiette. Alors tout d'abord, c'est quoi la densité énergétique? On pourrait résumer la densité énergétique comme étant la quantité d'énergie que nous apporte une certaine quantité d'aliments. En règle générale, on va fixer la quantité d'aliments et voir la quantité de calories que nous amènent différents aliments. Ici, je vous présente un exemple pour les cookies granola. On peut retrouver cette densité énergétique sur l'étiquette nutritionnelle du produit. Donc ici, vous voyez que pour 100 g de cookies, on a 504 kilocalories. Autrement dit, si je consomme 100 g de cookies, j'amène à mon corps 504 kilocalories. Alors, attardons-nous d'abord un petit peu sur ce schéma. Ici, vous voyez la densité énergétique de différents aliments exprimés en kilos, c'est-à-dire la quantité d'énergie que nous apporte 1 kilo d'aliments si on les mangeait. Quand on regarde le premier aliment, la laitue, on voit que pour 1 kg de laitue, on apporte à notre corps 170 kilocalories. Maintenant, si on regarde un autre exemple, comme les pommes de terre bouillies, on se rend compte qu'un kilo de pommes de terre nous apporte environ 870 kilocalories. On a aussi des aliments un peu plus secs, qui apportent un peu plus de calories, comme les Special K par exemple. Ici, on retrouve environ 3770 kilocalories par kilo de Special K. Et un des aliments les plus caloriques, c'est l'huile. Et effectivement, on retrouve environ 8840 kilocalories par kilo d'huile. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des aliments qui sont très peu caloriques, et d'autres qui sont très caloriques, à quantité égale, d'accord? D'où l'importance de la densité énergétique. On a un facteur de l'ordre de 50 entre de la laitue et de l'huile. Alors l'huile justement, c'est l'aliment le plus calorique, et donc une petite erreur en huile peut facilement augmenter l'apport calorique d'un plat. Ici pour l'exemple, on va imaginer un plat qu'on aurait confectionné, auquel on ajoute 10 g d'huile, donc ce qui va dire qu'on va rajouter 90 kilocalories dans notre plat. Maintenant, autre exemple, on choisit de manger ce même plat, on ne rajoute pas d'huile, mais on va plutôt mettre ces 90 kilocalories à profit pour prendre un dessert, comme par exemple une barquette de fraises. Et dans une barquette de fraises de 250 g, on retrouve environ 90 kilocalories. Donc quand on compare ces deux plats, ces deux repas d'un point de vue calorique, on a exactement le même apport calorique. Maintenant, vous imaginez bien que dans l'estomac, ça risque d'être un petit peu différent. Si on parle de la distension gastrique, on aura d'un côté un estomac rempli avec le plat, auquel on a rajouté 10 g d'huile, et de l'autre côté, on a ce même plat, néanmoins, on a rajouté 250 g de fraises. Donc, la distension de l'estomac sera complètement différente, et vous imaginez bien que le rassasiement que cela va induire sera aussi différent. Donc, dans un cas, le sentiment de plénitude sera beaucoup plus prononcé que dans l'autre. Ici, il est important de préciser que je ne suis pas en train de vous dire de ne plus consommer de graisse. Au contraire, on verra dans une prochaine vidéo comment on construit un équilibre alimentaire, et l'huile doit faire partie de l'équilibre alimentaire. Notre corps est composé de graisse, il a des besoins en graisse, et il est important d'utiliser des bonnes matières grasses pour avoir une alimentation saine. Ici, je vous parle juste de cet exemple, puisque l'huile est un aliment, et l'aliment le plus calorique qu'on retrouve dans notre alimentation. Alors, autre exemple pour bien comprendre cette notion de densité énergétique, on va retourner un petit peu la situation, et on va partir du principe qu'il faut environ 2000 kilocalories pour une personne, afin d'avoir une balance énergétique équilibrée. C'est encore une fois juste pour l'exemple. Maintenant, l'idée est de se dire quelle quantité d'aliments j'ai le droit de consommer si je veux atteindre nos 2000 kilocalories. Pour ce qui est des cookies, on devra à peu près consommer 17 cookies du commerce pour atteindre ces 2000 kilocalories, ce qui représente à peu près 2 paquets de granola. Si nous voulons apporter ces 2000 kilocalories sous forme de fraises, il ne faudra pas consommer une, non pas 10, mais bel et bien 18 barquettes de fraises de 250 g. Donc vous imaginez le volume qu'il faudra consommer sur une journée. Donc si on compare la quantité d'aliments qu'on peut consommer entre cookies et fraises, vous vous rendez compte que dans un cas, on peut consommer 400 g de cookies sur une journée, et dans l'autre cas, 5,7 kg de fraises. Ici, cet exemple vous pointe juste du doigt que certains aliments sont tellement pauvres en énergie qu'on ne pourrait pas subvenir à nos besoins en consommant juste ces aliments. Je vous conseille d'ailleurs pas d'essayer de manger 5,7 kg de fraises sur une journée, puisqu'en termes de transit, ça risque de mal se passer. En fait, il faut vous dire qu'il est physiquement impossible de manger autant de fraises sur une journée. Et imaginez-vous la distension de l'estomac qu'on va ressentir si on essaye de manger ces 5,7 kg de fraises. C'est absolument pharaonique. Une question qu'on pourrait se poser, c'est quelle quantité d'aliments on mange spontanément sur un repas? Donc ici, je vais vous présenter une étude à laquelle j'ai participé
pendant mon master, qui était le projet de thèse du docteur Xavier Aliro. Cette étude était un partenariat entre le Centre de recherche en nutrition humaine Rhône-Alpes et le Centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Ici, nous, on s'intéressait spécifiquement aux conséquences comportementales et métaboliques du fractionnement alimentaire. L'idée, c'est que les participants venaient nous voir 2 fois au centre de recherche afin de consommer soit le petit déjeuner en 1 prise, la condition non fractionnée, soit le petit déjeuner en 4 prises, c'est-à-dire la condition fractionnée. Ce qui nous intéressait ici, c'était de voir leur comportement alimentaire au repas de midi. Donc à midi, ils faisaient face à un buffet et ils pouvaient consommer les aliments qu'ils souhaitaient en quantité qu'ils le souhaitaient. Alors, on a investigué ça chez 20 sujets de poids normal et chez 19 sujets atteints d'obésité. Si cela vous intéresse, on peut rediscuter des résultats de ces études, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et on y reviendra par la suite dans une prochaine vidéo. Ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir globalement la quantité d'aliments que les participants ont consommé spontanément. On peut voir chez les sujets minces qu'ils ont consommé en moyenne entre 750 et 800 grammes de nourriture, et chez les patients atteints d'obésité, on retrouvait un petit peu plus, de l'ordre de 800 à 850 grammes. Donc globalement, nous, pour l'exemple, on va prendre 800 grammes de nourriture. Donc si on reprend notre exemple avec les cookies et les fraises, et qu'on se dit, tiens, sur un repas, il me faut à peu près 800 grammes d'aliments pour être calé, si je consomme 800 grammes de cookies, je vais avoir la même distension gastrique que si je consomme 800 grammes de fraises. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir la quantité d'énergie que nous apportent ces 800 grammes de cookies ou ces 800 grammes de fraises. Dans un cas, avec les cookies, on va apporter 4000 kcal à notre organisme, ce qui représente, je vous le rappelle, quasiment le double de ce que nous avons besoin sur une journée. Et dans l'autre cas, avec les fraises, on va apporter seulement 280 kcal, ce qui représente à peu près 1/8 de nos besoins énergétiques. Ici, cet exemple vous souligne l'importance du choix des aliments dans notre alimentation, puisque si on résume le rassasiement à juste une distension gastrique, effectivement, en fonction de ce que vous mettez dans votre estomac, vous apportez pas la même quantité d'énergie, pour un poids identique, d'accord ? Et c'est ça qui va être intéressant dans l'agencement d'un menu équilibré. Alors pour terminer, je vous présente une étude qui a été réalisée par le psychologue américain John De Castro, où il a évalué chez 670 individus la quantité d'aliments consommés par rapport à différentes densités énergétiques de repas. Donc en fait, ils ont fait des enquêtes alimentaires pendant plusieurs jours, et ils ont estimé le contenu de l'estomac par rapport au repas, et ils ont classifié les repas en fonction des différentes densités énergétiques qu'on retrouvait. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que peu importe la densité énergétique du repas, la quantité d'aliments que les participants mettaient spontanément dans leur estomac représentait entre 400 et 500 grammes. Donc une constante, c'était la quantité en poids qu'on mettait dans l'estomac, mais vous imaginez bien que si on met 500 grammes de fraises ou si on met 500 grammes de cookies, l'apport calorique est complètement différent. Et c'est ce que vous voyez ici, quand bien même l'apport en aliments est stable, entre 400 et 500 grammes, on peut voir que plus la densité énergétique du repas augmente, plus, bien entendu, la quantité d'énergie amenée par ce même repas est importante. Donc une des stratégies efficaces et facilement mises en œuvre pour être rassasié au cours d'un repas, c'est de consommer en fait beaucoup d'aliments à faible densité énergétique. Et en fait, ce qui va nous permettre du coup de consommer un gros repas sans trop de calories. Donc avoir ce sentiment de rassasiement sans amener trop de calories à notre organisme. Et bien entendu, souvent, la densité énergétique est proportionnelle au degré de transformation et potentiellement à l'idée de plus ou moins brut. Et vous voyez ici des aliments à faible densité énergétique ou à haute densité énergétique. Pour composer une alimentation saine et équilibrée, il convient de manger de tout, mais en proportion variable. Et c'est vraiment les proportions qui vont être déterminantes dans cet équilibre alimentaire. Nous en avons terminé pour cette vidéo. On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo qui traitera cette fois-ci et mettra à l'épreuve ce concept de densité énergétique pour voir s'il peut être intéressant à mettre en place dans notre alimentation afin de mieux manager son poids.